3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Pierre Bismuth est avec nous, directeur général et directeur de gestion de Myria Asset Management. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Nicolas Braud d'être à nos côtés également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur associé chez Autingre Banque Privée et Sébastien Lalvé nous accompagne également. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général de la financière Arbevel. Beaucoup d'actualités et j'ai choisi de mettre à la une le sujet téléperformance qui se crache encore de 20% aujourd'hui, qui a à peine une semaine a déjà perdu jusqu'à 20% en séance, sur des questions un peu structurelles concernant le business model de cette société de services. Quel est le problème du marché avec Téléperformance aujourd'hui ? Nicolas, je m'adresse à vous pour commencer. Et s'il faut faire le lien avec les développements et la montée en puissance des outils d'intelligence artificielle, comment est-ce que le marché décide qu'une société de services comme Téléperformance va être un grand perdant de l'IA, quand il voit dans d'autres sociétés, comme Publicis, qui est un exemple emblématique du moment, la possibilité de capter beaucoup plus de valeur avec des outils d'intelligence artificielle. C'est ce qui alimente notamment la hausse du cours de bourse de Publicis, qui est au sommet aujourd'hui encore. Qu'est-ce qui distingue effectivement, j'allais dire, ces deux cas d'investissement avec cette ligne de l'intelligence artificielle ? Bon, je vais adresser ce sujet-là, mais évidemment, parler après des grands mouvements, c'est parler avec une forme de rétroviseur, donc on reste modeste dans le commentaire. Néanmoins, je pense que dans les deux cas, c'est justifié. Après, pourquoi 20, 25, 18, 15 la semaine dernière et un rebond, c'est assez autre chose, ça m'échappe. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des points communs entre ces deux sociétés. En effet, il y a la technologie et l'intelligence artificielle. Après, il y a des points communs, c'est que ce que connaît Téléperformance, Publicis l'a connu à partir de 2015. Donc le point commun, c'est qu'ils vont en chemin inversé aujourd'hui, parce que dans un premier temps, Publicis, depuis l'échec de sa fusion avec Omnicom, a déraillé, a connu une baisse du multiple de résultats qu'on lui accordait, d'autant plus qu'ils ont réalisé des acquisitions importantes, les plus importantes de leur histoire. Donc il y a eu Sapient, il y a eu Epsilon, et pendant 4 ans, le marché leur a opposé « Qui êtes-vous, vous, publicitaires, à vous mettre dans la technologie et acheter des trucs de data ? Si vous voulez jouer au techno, vous n'êtes pas bien placé. » Il y a eu cette perte de statut aussi chez Publicis pendant quelques années. In the first place, comme on dit en anglais. Et on est donc passé d'un statut d'une société qui était une société de croissance, avec des multiples de croissance, à une société qui, depuis probablement 5 ans, se payait entre 10 et 8 fois le multiple de ses résultats nets. Une société dont la profitabilité était restée à 16%, et qui servait un dividende et qui continuait à être en croissance. Mais le métier de la pub était considéré comme mort. Caricaturale, comme l'est la bourse. Mais elle n'a pas tort dans son message de banalisation, de commoditisation. Dans le cas de Téléperformance, on l'a dit hors plateau, on l'a tous connu autour de cette table. C'est une grande darling. Ça a été une grande darling de 2010 à 2022, pour dire les choses. C'était un titre détenu par les fonds de Small and Mid Cap. Et puis c'est devenu une grande, les SMID ont gardé, et les large caps se sont mis dessus, puis après l'ESG s'est mis dessus, puis après c'est rentré dans les indices, et puis après. Maintenant on est divisé par 4 sur le niveau de 2021. Ouais. Tout ça a culminé avec un usage et une perception du contenu technologique qui a connu son paroxysme 1 an après le Covid. On faisait tout à distance. Bon. Le sujet de l'AI, de l'intelligence artificielle, n'est pas ce qui propulse directement le cours de bourse, qui a fait que Publicis a atteint un plus haut au cours du mois de février. C'est indirectement l'ajout technologique de ces briques majeures qu'ils ont mises dans leur portefeuille qui leur donne un avantage compétitif pour faire de l'IA un facteur différenciant vis-à-vis de leurs clients. Et à la base, à la fin de l'histoire, ça se traduit par une croissance organique positive de 5 à 7% depuis des trimestres, surperformant leur secteur, l'ensemble des pairs, y compris les 2 Américains, y compris WPP. Du coup, ça s'est traduit par des résultats qui tenaient bien
et une confiance renforcée sur la capacité de Publicis à bien accompagner cette transition technologique, qui est aussi une menace, parce qu'il n'échappe à personne, et certainement pas à Arthur Sadoun et à Maurice Lévy, que l'AI est aussi une menace pour la création. On peut créer à la place des hommes extrêmement vite. Donc, c'est pour ça que ma question est bien, effectivement, pourquoi est-ce que le marché considère que Publicis est un grand gagnant quand il voit en téléperformance un grand perdant? Dans le cas de téléperformance, au point de départ, il y a aussi un business qui est extrêmement intense en hommes et femmes. Et non seulement il est intense, mais pendant le Covid, ils étaient à 400 000 personnes, 400 000 salariés, et puis ils ont continué à faire des acquisitions traduisant une forme. Je crois, on est dans un métier où on juge, de déni. Maintenant, ils sont 500 000 personnes. Or, si l'IA, l'intelligence artificielle, est une menace sur l'emploi, c'est très bien de dire on utilise ces outils. Et c'est sûrement vrai qu'ils savent les utiliser, mais la substitution de l'outil software et à la place des hommes va avoir un coût financier qui est potentiellement majeur. Et là, malheureusement, dans le cas de Téléperformance, je trouve que la société est dans un déni depuis 18 mois de ne pas reconnaître le vrai sujet. Et j'ajoute qu'il y a un sujet de gouvernance quand même dans ce groupe. Mais ça, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais des gens qui ont fondé, ils sont tout à fait légitimes. Oui, la gouvernance est stable. À un moment, il faut savoir passer la main. D'accord. C'est quand même le talent. Le fondateur, c'est le talent des managers, et la bourse est sensible à ça, je crois. Bon. Quel est le problème du marché avec Téléperf, et qu'est-ce qui fait la distinction entre une société qui est vue comme une gagnante de l'IA et une autre perdante? Sébastien. Alors, déjà, Goldman Sachs, par exemple, il y a un an, a fait un premier panier. Parce que le problème, c'est que maintenant, la bourse, c'est des paniers, c'est comme au marché. Donc, il n'y a que des paniers, des certificats, tout ce que vous voulez. Et les premiers paniers qui sont sortis sur les vainqueurs et les perdants de l'IA, on avait mis, par exemple, le Capgemini comme perdant de l'IA. C'est quand même complètement con quand on y réfléchit, mais c'était des gens qui ont défini ça. La réalité, pour connaître Téléperf, on n'est pas actionnaire, mais enfin, ça fait quand même 30 ans que ces gens-là, leur métier, c'est de gérer la déflation liée à la technologie. Voilà. Donc, en fait, et accessoirement, c'est une société, donc ils ont effectivement 500 000 personnes avec un turnover de 80%. Donc, en réalité, perdre des salariés, c'est pas vraiment un problème quand vous avez 80% de turnover. Parce que par définition, si vous recrutez personne, au bout d'un moment, il ne reste plus sont pas que remplacés. 20%. Oui, c'est ça. Oui, on avait 500 000, il ne reste plus que 100 000 à la fin de l'année. Donc l'aspect social, c'est quand même une boîte qui a quand même fait 10 milliards de chiffre d'affaires, plus d'1 milliard d'EBITDA, qui vaut 5 milliards en bourse, et dont le métier est de gérer la technologie et la déflation liée à la technologie depuis 30 ans. Donc certes, la bourse dit c'est tout pourri, on n'en veut plus, mais je ne suis pas certain que... Regardez le consensus des analystes, ils sont peut-être ce que vous voulez. Le consensus, il n'est pas vendeur. Les analystes, ils interprètent les chiffres en disant c'est un peu décevant, l'année prochaine sera en croissance de 1 à 2% ou en décroissance. Enfin, ce n'est pas la fin. Et quand vous valez 4 ou 5 fois votre EBITDA, par définition, le risque... Alors Peugeot, c'est moins, évidemment, c'est encore moins cher que ça. Mais la réalité, c'est que le marché Momentum a décidé qu'en ce moment, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc je ne pense pas qu'il faille suranalyser des mouvements boursiers comme celui-là, parce que les acheteurs, c'est pas les long only en ce moment, c'est les trackers, c'est les algos, et c'est l'analyse Momentum. Et Momentum, dessus, est très mauvais. Par rapport à Publicis... Non, mais sur Téléperformance, attends, Sébastien. C'est quoi leur levier d'action? Tu dis, ils ont l'expérience de gérer, j'aime bien cette formule, ils gèrent la déflation technologique depuis 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu passes ton temps à en faire plus pour le même prix. Oui. Et donc la réalité, c'est que Téléperf, leur métier, c'est quoi? C'est de faire soit des appels entrants, soit des appels sortants, d'aller voir des clients et de gérer leurs relations. Leur relation client qui, accessoirement, est encore majoritairement dans le monde internalisé et pas externalisé. Ce qui veut dire que, est-ce que l'aspect technologique, qui est quand même hyper pointu, va forcer les sociétés à externaliser plus? Donc, mon point, c'est que ça reste la relation client un métier central. Pour moi, c'est plus compliqué que ça. Après, j'en sais rien, je ne suis pas actionnaire, mais ce que je constate, c'est que le marché, du fait de sa structure, ça je comprends. ETF, etc. Ça je comprends. L'effet boule de neige. Fait prendre des mouvements qui sont
Mais s'il y a plus besoin d'externaliser cette relation client, c'est un peu le message que Klarna envoie la semaine dernière en disant la relation client c'est quand même stratégique. Je me souviens que dans les télécoms, Iliad a été les seuls à préserver en interne justement cette relation client parce qu'ils ont considéré, alors peut-être que c'était pas le moment de le faire pour eux, ils ont considéré que c'était quand même un lien stratégique avec leurs clients. Peut-être que Klarna veut s'introduire sur le Nasdaq et peut-être fait de la com pour rendre la mariée. Évidemment qu'ils se vendent, Sébastien, mais ils se vendent avec des arguments qui peuvent s'entendre. Sur un mois d'expérience, ils disent nous on gère de la relation client avec un algo et sans les 700 personnes qui auraient été nécessaires. On abordera le sujet tout à l'heure si une boîte doit être cotée ou pas. Mais quand vous avez une boîte du CAC 40 qui baisse de 20% parce qu'une fintech suédoise explique que l'IA c'est magique, ça leur fait gagner de l'argent et que ça fait perdre 20% à une boîte du CAC, tu es en train de te dire, au niveau des flux, il faut peut-être faire gaffe, parce que je suis peut-être mieux non coté que coté, parce que si la structure du marché coté, c'est un bouchon qui part dans tous les sens au gré des vents, c'est quoi la valo ? Je rappelle que même sans étant coté, Klarna a connu, elle également, un énorme de-rating, puisque c'était la fintech la plus valorisée du monde, ou en Europe en tout cas, il y a encore 2 ans, et qui sont retombés à moins de 10 milliards. Je veux dire, c'est un bouquin qui s'appelle « Le courage de la nuance » de Berenbaum. La nuance. C'est compliqué. Et la nuance, c'est de voir les choses ni noir ni blanc, mais dire c'est pas un sujet complexe. Et dire que c'est un sujet complexe, ça veut pas dire qu'on décide pas. Ça veut dire, en fait, c'est peut-être plus compliqué que ça. Au même titre que Publicis. Croire que Publicis sera à long terme un vainqueur de l'IA, moi, ça me fait rire. On pourra en rediscuter. Oui, non, il y aura des clauses de rendez-vous pour discuter de ce point-là. Mais par contre, dans le sens, ils étaient pas chers, ils ont bien communiqué. Ça fait un re-rating. Donc, boursièrement, il fallait avoir du Publicis, pas du Téléperf. Après, on verra dans 3 ou 5 ans où les deux sont. Mais boursièrement, pour moi, c'est deux choses différentes. Ce que disait Nicolas, Publicis a connu sa descente aux enfers, son de-rating, son changement de statut, et aujourd'hui a pu reconstruire sur d'autres bases. Pierre, qu'est-ce que ça vous inspire ce débat ? Et puis, si on parle d'IA, il faut parler aussi de ce que ça peut impliquer en termes de surchauffe dans certains segments de marché, peut-être. Sur Téléperf, je demandais donc à l'équipe Action de faire un... Ah, c'est vrai, sympa. Quelque chose. Ah, bah, c'est sympa, alors. Donc, je n'étais pas spécialiste des actions. Je me former en vitesse grand V. Donc, je crois que le Téléperf, en fait, le vrai sujet, il a été très bien expliqué par Nicolas, c'est un problème de gouvernance. Et moi, je vois ça comme une révélation des problèmes des sociétés par les prix. On a eu, bien sûr, Orpea qui est passé de une valorisation délirante à 0. Et je pense que là, ce qui est en train de subir Téléperf depuis 2022, c'est finalement une révélation on a cru que c'était superbe. Et en fait, c'était en train de craquer. Donc, on a eu un scandale en Colombie qui a commencé le statut avait déjà été fragilisé avant l'arrivée de ChatGPT, pour dire les choses. Donc, ce qui s'est passé la semaine dernière et aujourd'hui, en fait, c'est simplement c'est une succession, c'est la suite d'une série de désillusions, et on part de désillusion en désillusion. Là, ce qui s'est passé sur le marché, c'est que la communication est atroce, on va dire. C'est qu'on n'enflamme pas les foules, on est presque dans le déni sur les nouveautés technologiques qui sont passées un peu par perte des profits. On dit oui, on s'en sert, alors nous aussi on fait ça, mais on met pas du tout l'accent. On s'en sert, on a 250 projets d'IA pour nos clients, ça fait des années qu'on fait ça, qu'on met de la technologie dans nos relations et dans nos services en essayant de les faire monter en gamme, etc. Enfin bon, sauf qu'en fait, le marché ne veut pas l'entendre, mais ils essayent de le dire quand même. Ça semble pas du tout stratégique. Honnêtement, quand vous relisez les interventions du directeur général délégué, honnêtement, c'est pas du tout stratégique. Et en tout cas, on a l'impression véritablement que c'est devenu une super obligue et que on va voir si on peut possiblement profiter de l'IA ou pas. C'est des gens qui ont quand même réussi au moment du Covid à mettre des centaines de milliers de personnes en télétravail. Je veux dire, mais moi c'est quand même une success story incroyable. C'est quand même un management extraordinairement visionnaire. Croire qu'ils ont tout perdu, j'ai du mal. Non, c'est pas ça. Mais en fait, on peut comparer avec, par exemple, ce qui est arrivé à Facebook ou Meta. Honnêtement, Meta, alors là, point de vue désillusion, on est passé franchement de $400 à $90 avec une perte de confiance du marché. C'était dead money. Et complètement. Et en fait, en 18 mois... le métaverse, tout le monde s'en moquait, on rigolait de ça, c'était fini. Et en 18 mois, en fait, simplement par un aspect communication, et franchement, ils ont délivré des chiffres absolument astronomiques,
finalement, la confiance est revenue directement. Là, je pense qu'on est sur un titre téléperformance qui est l'équivalent du Facebook d'il y a 2 ans. C'est que le marché a complètement perdu confiance. Les prévisions de croissance sont trop molles. Il y a trop de coûts. On n'a pas de piste de réduction des coûts. Et donc, forcément, la boîte est en perdition en bourse. Ça ne veut pas dire qu'elle est en perdition sur ces marchés. Ça veut simplement dire ils ont encore de la croissance. Je veux dire, on est évalué à la perfection. Il faut délivrer toujours de la perfection. Et quand on voit des nouvelles technologies qui rentrent, je pense qu'autour de cette table, tout le monde utilise l'intelligence artificielle. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas et que ça n'allait pas être un chamboulement majeur dans le futur. Les renversements de destin ou de statut, ça peut prendre du temps. Ça peut se faire en 18 mois, comme a réussi à le faire Zuckerberg chez Meta. Nicolas. Tout est possible, mais les phénomènes de de-rating sont extrêmement puissants et souvent durables. Regardez la pharma européenne. Aujourd'hui, c'est intéressant pour son dividende. Remarquez, ça fait 15 ans que c'est un dividende intéressant que pour le dividende. Pas Novo Nordisk. Oui. Et voilà. Et on va évidemment sortir les exceptions, puis comme ça on va revenir sur le thème de la concentration. Ça met encore plus d'emphase sur Novo Nordisk. De la concentration. Mais en effet, les acteurs qui croissent captent, les leaders captent une part disproportionnée de la croissance. Disproportionnée. Dans plein de secteurs. Ça s'étend très au-delà maintenant de la techno. Très au-delà. Donc le point que je veux faire, et puis on ne va pas donner des leçons, parce qu'on s'est tous fait avoir, peut-être pas dans cette histoire téléperformance, mais dans de précédentes. On a peut-être un peu appris. Peut-être qu'on a de la chance, mais le de-rating, c'est profond. Et je crois que les messages délivrés par la bourse qui durent 2 ans, c'est parfois encore 1 ou 2 ans plus tard qu'on verra sa traduction dans les chiffres bas de page. Après, ça peut se régler. On a vu Iliad. Et ça peut se régler. Qui avait complètement déraillé, et finalement, ça a été sorti de la cote. Là, ça vaut plus rien. Enfin, ça vaut 5 milliards, quoi. Déjà, je leur souhaite de sortir du CAC 40. Peut-être que déjà, ça allège la pression, comme vous dites, des mouvements puissants de gestion passive, etc. La gouvernance, c'est quand même clé. Oui. Mais c'est quoi le point sur la gouvernance ? Parce que c'est toujours les mêmes. Moi, je les connais depuis 10 ans. Ils sont toujours là. Et c'est quoi, justement ? C'est l'absence de changement de gouvernance qui fait qu'il y a un problème de gouvernance ? Je pense que c'est si on a un marché qui est très momentum et si on a des ruptures technologiques, si on n'a pas le sentiment que les ruptures technologiques sont prises en considération, là, on a une question sur la durabilité du business model. Bon, non, mais je comprends qu'il n'y a rien de définitif non plus de votre côté, Sébastien, sur Téléperformance. C'est pas ça, c'est que je dis que ça va très vite. C'est que là, on a les gens se sont. On est allé très loin dans l'extrapolation. Le marché momentum fait que comme la valorisation n'est pas un critère aujourd'hui d'investissement pour 98% des investisseurs, peu importe que ça baisse, entre guillemets. En disant, il y a toujours 100% à perdre encore. Donc, du coup, le fait que ça vaille 5 milliards pour 1 milliard d'EBITDA et que ça en générera encore beaucoup l'année prochaine. Pour l'instant, ça gêne et personne. encore l'année prochaine et encore l'année d'après, ça n'intéresse personne. Donc voilà, donc on peut pas se raccrocher à ça. Et quand vous êtes un analyste, quand vous êtes un gérant stock picking fondamental pour qui la valo a un sens, c'est vrai que c'est un peu choquant. Mais après, ça n'empêche qu'on n'a pas acheté. Oui. Même là, vous n'avez pas envie de vous mettre face au momentum, comme vous dites. Ah non, parce qu'il y en a plein où on est face au momentum déjà. Ouais, d'accord, il faut choisir ses combats. On est relativement confiant, où on n'a pas géré ça aussi. Tiens, puisqu'on parle de valorisation, ça nous amène à dire un mot quand même des small caps. Si on considère la classe d'actifs small cap et qu'on regarde une cartographie des valorisations dans le monde, c'est l'éléphant dans la pièce aujourd'hui. Nicolas, chez Autingre, là, vous avez levé un nouveau fonds small cap il n'y a pas très longtemps. C'est quoi l'idée derrière ? C'est que c'est le moment. Je sais que le timing, parfois, est balayé un peu du revers de la main. Mais le timing, c'est quand même toujours un moment important et crucial dans les marchés pour les investisseurs. On le maîtrise que très partiellement. Je suis d'accord, mais si vous levez un fonds small cap en ce moment, c'est pas anodin. Comme il faut à peu près d'une année pour monter un produit simple et avoir les agréments de notre cher régulateur, en effet, le timing... Oui, mais en tenant compte de ce délai, c'est quand même maintenant que ça se passe pour vous. Exactement. Parlons sérieusement. Peut-être qu'on aura de la chance, et peut-être pas. D'ailleurs, on ne mise pas dessus. Évidemment, ça n'est pas raisonnable de miser dessus. Mais
ça fait un moment que cette classe d'actifs sous-performe, ça fait un moment que les valorisations attirent l'œil. Et j'ajoute que les prix, parce qu'il y a la valo, on peut lui faire tout dire, Sébastien vient de le dire, on est capable d'acheter les meilleures moyennes, parfois d'ailleurs c'est les moyennes en hausse. Donc la valo est une chose, et puis les prix ont un sentiment d'un prix. C'est important le sentiment du prix. Comme le consommateur, il a le sentiment du prix. Les prix peuvent ne plus monter, mais il trouve quand même beaucoup de choses encore trop chères. Je sors du sujet small cap. Ensuite, il y a un élément qui est quand même, celui-là, on a eu la récession la plus préannoncée de l'histoire, prévue depuis fin 2021, qui ne s'est jamais produite. Alors là, la baisse des taux, n'en parlons même pas, parce que alors, la baisse des taux, ça aussi, depuis... et puis, c'est pas fini, parce que tant qu'on ne l'aura pas eu, on continuera à en parler tous les jours. Maintenant, indiscutablement, le pivotement futur des banques centrales est un premier facteur susceptible d'améliorer la façon de regarder les choses, et en tout cas la liquidité, qui est un sujet auquel la classe d'actifs est sensible. Maintenant, ce qui manque, c'est la dynamique économique. Ce sont des proxys sur la croissance. Ouais. C'est pas encore à l'œuvre, et c'est l'objet d'un débat éternel. De mon point de vue, c'est plutôt un sujet 2025 qu'un sujet 2024. Mais il y a encore trop de manque de visibilité sur les baisses de taux et sur la croissance. Ce qui est important, c'est que la substance, évidemment, on nous pique des joyaux parce qu'il y a une sortie de la cote, parce que les actifs sont pas chers et des familles où l'actionnaire de référence le sortent. On ne va pas jouer aux frustrés sur tous les sujets. Donc il y a en effet des gens qui ont une perspective ancienne et long terme qui sortent de la cote. L'idée, c'est de participer un peu à un terreau où en Europe, on n'est pas le Nasdaq, mais en Europe, on a des choses quand même de qualité. Il y a un tissu de valeurs cotées entre la France, l'Allemagne, l'Italie. Mais l'Italie, bien sûr. L'Italie, il y a des boîtes formidables. La Scandinavie, la Belgique. Bon, nous, on a exclu le Royaume-Uni parce que de toute façon, on ne connaîtra jamais aussi bien que les gens qui sont très en amont sur l'histoire. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du grain à moudre. Et c'est une histoire qu'on peut raconter aux clients avec une optique à 2 ans. Parce que cette année, sur plein de sujets d'ailleurs, c'est une façon de faire une transition, je n'en sais rien de ce qui va se passer. Je suis plus réservé et paradoxalement, on rentre une classe d'actifs qui est exposée. Mais peut-être que les marchés sont parfois, peut-être, ça c'est absolument pas une affirmation, mais ils sont capables de voir aussi l'étape d'après. Au-delà. Comment vous regardez cette classe d'actifs small cap et au milieu de l'univers des marchés actions notamment tels qu'ils délivrent aujourd'hui, journée de record, quand vous regardez les valos des grands indices, est-ce que vous vous dites, oui tiens, je peux aussi être à l'aise avec un peu de small cap dans une allocation d'actifs aujourd'hui, Pierre ? Alors, on n'est pas du tout à l'aise avec les small caps. Ouais. Vraiment, parce qu'on a une responsabilité fiduciaire de délivrer une performance proche de nos indices de référence. Et effectivement, on n'a pas envie d'avoir un vent de face quand on a des investissements complètement évidents devant nous. Alors, en revanche, il y a mieux à faire, vous dites. Voilà, c'est vrai que c'est une énigme. D'accord. Et en fait, les small caps se font ouvrir ou écraser, éclater, comme on veut, de 2 côtés de l'Atlantique. Mais il se trouve quand même qu'on a réussi à trouver des géants qui tirent leur épingle du jeu de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, je ne sais pas si c'est une question de richesse de gisement ou de structuration des indices, mais très nettement en Europe, c'est extrêmement compliqué de trouver des fonds qui performent, qui surperforment même un indice small cap. Et c'est vrai que la structuration ou les poids font que ça ne fonctionne absolument pas. On a, un différentiel de performance de l'ordre de 70 ou 80%. Donc c'est pas quelque chose qu'on voit. Et en plus, on pense que c'est aussi un vrai aspect taux d'intérêt. Et tant qu'on a des taux à l'équilibre qui ne baissent pas,
effectivement, une détente monétaire pourrait être un signal d'achat. Mais on peut. On dira un mot de Christine Lagarde, mais enfin, je sais que il faut lire entre les lignes et les virgules, mais enfin, je veux dire, plus personne ne nie à la Fed ou à la BCE qu'il y aura des baisses de taux cette année. Quand, combien, etc. Ça, c'est un débat. On peut y passer des heures. Je pense que c'est même mais les marchés décident pas d'anticiper en se disant, bah tiens, puisque je sais qu'il y a des baisses de taux, je vais quand même revenir un peu sur les small caps. Je crois que le marché avait cette fonction de pouvoir anticiper. Mais il peut anticiper, mais il anticipe très très bien sur des choses très lisibles. Et c'est les large caps, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et alors après, si on regarde les pays émergents, c'est exactement la même chose. Parce que le marché anticipe pas du tout un redémarrage chinois. Il y a eu tellement de faux départs. Personne n'anticipe ça. Et en fait, pourquoi aller chercher à être un génie alors que vous avez des évidences qui vous crèvent les yeux? C'est vrai que, alors c'est peut-être de la paresse intellectuelle, mais effectivement, en tout cas, nous, on fait du mark-to-market. Après, si on était institutionnel avec des visions très long terme, je pense que j'aurais pas du tout le même discours. Mais, non, mais le point sur le rapport entre la performance et l'indice de référence est un point clé, effectivement. Je comprends. Dans notre business. Je comprends. En fait, on n'est pas payé pour être supérieurement intelligent. On est juste payé pour délivrer une performance supérieure à ce qui est dans les prospectus. Et si dans les prospectus, on a des indices plutôt large cap. Oui, j'entends. Et on préfère les large cap, d'autant plus que, on pourra parler de la concentration, mais en tout cas, la concentration américaine, on va dire qu'il y a beaucoup plus de terrain de jeu aux États-Unis qu'en Europe. Je pense que c'est... Et puis, il y a aussi une appétence pour le marché de bien valoriser ou d'être le fait de découvrir les prix des sociétés qui n'est pas du tout... le mécanisme de découverte des prix. Voilà. Nous, on n'est pas du tout comme ça en Europe. On aime investir sur des choses où on a de la visibilité, on peut faire des modèles. Sébastien, bon, j'imagine que c'est le genre d'argument que vous entendez régulièrement, en tout cas, enfin, qui est à vos oreilles. C'est votre domaine d'expertise, chez Arbevel. Il y a plusieurs éléments. Une des raisons, donc concrètement, ça sous-performe depuis 5 ans. En France, le PEA et le PEA-PME, ça doit être entre 7 et 8 milliards de décollecte sur la période. Donc effectivement, c'est un champ de ruines avec une très forte baisse de la liquidité. Et je crois que si vous prenez le composant moins de 150 millions d'euros de capi depuis 2 ans, ça doit être moins 75%. Donc déjà, il y a un premier problème, c'est que dans les indices, même le CAC Small est en fait très surpondéré sur ce qui est des capitalisations très grosses. Que grâce à MiFID II, le régulateur faisant à peu près tout ce qu'il faut pour empêcher la catégorie de se développer, il n'y a plus de recherche, ce qui fait que les capis de moins de 2 milliards, il n'y a pas de recherche anglo-saxonne. Et la concentration a fait qu'en fait, c'est quand même les anglo-saxons, malheureusement, qui donnent le là, et ces gens-là ne couvrent quasiment pas de boîte à moins de 2 milliards. Il n'y a plus d'animation du marché. Donc, il n'y a pas d'animation de marché, et donc il y a des faits techniques qui, effectivement, sont négatifs. Par contre... Il y a un par contre. Quand vous achetez de la small cap, vous achetez de la surperformance en termes de croissance, avant tout. Toujours vrai. Le problème, c'est que sur la période 20, 21, 22, 23, enfin 21, 22, 23, les small caps, opérationnellement, ont sous-performé en croissance de chiffre d'affaires et en croissance de résultats. Donc, ce qui veut dire que la raison pour laquelle vous en achetiez, en fait, elle n'existait plus. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va revenir en 2024. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une corrélation quasi parfaite entre les taux d'intérêt et énormément de sociétés, déjà de la classe d'actifs en général, et plusieurs sociétés de cette classe d'actifs. La bonne nouvelle, c'est qu'à un moment 2024, ça va s'annuler. La vraie question, quand est-ce qu'on le marché l'anticipe? Généralement, on dit 6 mois, mais voilà. Donc les deux éléments majeurs de sous-performance, à mon avis, disparaissent. En tout cas, vont disparaître en 2024. Et peut-être qu'ils ont disparu hier et que c'est le premier jour du rebond. Donc ça, c'est fondamental. Et le troisième élément, surtout, et c'est ça le plus important, c'est qu'il y a énormément de sociétés sur des thématiques massives, transition énergétique, tech, sur plein de trucs. Vous avez des managements qui ont été à la mine pendant 4-5 ans, où ça n'a pas... boursièrement, et ça ne s'est pas valorisé, mais opérationnellement, ça a payé. Donc vous avez plein de boîtes qui en fait sont infiniment moins chères aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Parce que le cours de bourse a baissé,
parce qu'opérationnellement, c'est dérisqué et qu'ils ont montré ce qu'ils étaient capables de faire. Donc en fait, le risque inhérent à l'acquisition aujourd'hui est infiniment inférieur à ce qu'il était à 3-4 ans. Alors après, pourquoi s'embêter à faire du Calray quand Nvidia a multiplié par 4 ses prévisions il y a un an ? Ça, j'ai aucun argument en fait par rapport à ça. Petit spécialiste dans les semi-conducteurs français, Calray. Exactement, donc il n'y a pas d'argument. Et vous le dites, Facebook, même Air Liquide, il y a 2 semaines, Air Liquide publie très bien. La boîte, elle prend 8 ou 9%. C'est-à-dire une grosse boîte du CAC qui a une perf de small. Ouais. Donc tu te dis, pourquoi s'embêter ? Effectivement. La vérité. Et c'est pas possible qu'il y ait d'asymétrie d'information sur une boîte comme Air Liquide qui justifie, ça. C'est des flux, c'est la structure du marché. Ouais. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que déjà, le M&A a commencé. Je vous cite Billy, je vous cite Clasquin, je vous cite S2I. Il y en a plein d'autres qui vont arriver, malheureusement. Dans un exemple qu'on aime bien en ce moment, pas comme Neoen. Neoen. Alors, tout le monde déteste Neoen parce que, c'est la duration longue et quand les taux sont élevés, c'est nul. 2, il y a eu de l'inflation. Vous comprenez, à cause de l'inflation, ils feront plus de marge, ce qui est faux. Nous, c'est une boîte on voit assez souvent. Vous suivez le cours de Neoen depuis août dernier, parce que c'est qu'en août que ça a vraiment monté les taux. Ouais. Depuis août dernier, c'est une corrélation parfaite avec le 10 ans US. Oui. 10 ans US même, d'accord. Et par contre, donc ce qui compte pour les small caps européennes, c'est pas la BCE, c'est la Fed, quoi. À la fin, bien sûr, on le fait. Mais ça va bien le 10 ans, alors. Mais à la fin, il y a la valeur des actifs. À chaque fois qu'ils ont vendu un actif, c'était très au-dessus du book. Et le jour où M. Vera voudra vendre 10 gigas installés, il le vendra avec une prime massive par rapport au Est-ce qu'on peut imaginer que cette reconnaissance de valorisation se fasse dans le marché des small caps, ou est-ce qu'il faut compter, malheureusement, comme vous le disiez, par des acquisitions et des sorties de cotes venant de private equity ou d'autres acteurs? J'ai découvert la gestion avec le rachat d'Arbevel début 2009, alors c'était pas un mauvais timing. Tout le monde m'a expliqué, t'es complètement taré de faire de la small cap. La small cap, c'est nul, ça faisait moins 55% l'année avant. Oui, 2009, ça... Oui. Mais blague à part, là où... Il y a eu 10 ans de surperformance derrière, les small cap versus large. Jusqu'en 2007, sauf qu'en fait, là, les niveaux de valo qu'on a aujourd'hui et les niveaux de décote par rapport au large, on est revenu à 2010-2011. Hein. Donc, il ne faut pas se tromper sur à quel moment on est. Ah ouais. Nicolas. Grégoire, dans nos investissements, on essaye de mettre des convictions. Pour avoir des convictions, si on connaît le terrain de jeu, qu'on est passionné par le terrain de jeu, ça permet de faire quelque chose qui est en principe la clé de l'investissement, de se donner le temps. C'est dur, hein, ça met à l'épreuve, hein, c'est sûr, parce que en général, on a plutôt des vents contraires, et quand ils sont favorables au début, on ne va pas tarder à se prendre une porte de saloon. Mais le temps est fondamental. Il y a un terrain. Je suis désolé, les boîtes qu'on rencontre en février-mars 2024, elles n'ont pas, depuis le Covid, baissé de qualité. Ah ouais. Au contraire, l'épreuve d'expérience dans le choc, contre-choc, incertitude permanente, gestion de la hausse des taux, oui, il paraît que c'est très sensible à la hausse des taux parce qu'ils sont plus endettés qu'ailleurs. Il y a plein de boîtes qui ne sont pas endettées, il y a plein de boîtes qui savent manier la croissance externe comme les grandes. Sauf que pour les petites, quand elles sont bien senties, qu'elles sont stratégiques et pas simplement l'œuvre d'une gestion financiérisée, très financière, elles sont un complément de savoir-faire, un complément géographique, elles sont structurantes. Est-ce que la bourse peut leur offrir ce re-rating ? Mais tout est cyclique. Après, est-ce qu'on sera vivant quand ça viendra ? C'est peut-être le sujet. Ça serait mieux. Le sujet. Mais il vaut mieux avoir un terrain au départ qui soit intéressant et qui attire l'œil. Et puis après, dans celui qui sait faire du timing de marché, il est rare. C'est toujours a posteriori qu'il a su le faire. Donc c'est pas nous. Et sur une classe d'actifs comme les small et mid cap, c'est impossible. Impossible. Et quand ça démarra par un mois où ça prend 15%... on l'a vu en fin d'année, ça peut aller très très vite sur quelques semaines. Des rebonds de 30-40% sur des valeurs spécifiques. C'était un rebond de chat mort. Oui, l'essai n'a pas été transformé. Je suis d'accord. Mais ça montre bien quand même, en forme de répétition, comme ça peut aller très vite. Les taux sont repartis dans l'autre sens. Parce que les taux sont repartis un peu dans l'autre sens. Et, pardon, je dis à Pierre, ce n'est absolument pas un signe de suprême intelligence. Ça n'a rien à voir. Peut-être un peu de bon sens. Non, mais si, c'est bien de le présenter comme ça.
Enfin, le point, c'est que le private equity n'a pas le monopole de la connaissance des entreprises et du temps long. C'est-à-dire que des small capers connaissent parfaitement leur boîte et les maîtrisent depuis assez longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, en moyenne, on a 6-7 fois les bidas, pas 9-10. Donc il y a beaucoup. Le problème, c'est qu'il y a une décote à être cotée. C'est dur à dire. Donc si c'est dur à dire, c'est que c'est bizarre. Hein. Et alors là, je peux pas pour finir, parce que je veux qu'on dise un mot des taux quand même avec Pierre. C'est une classe d'actifs où il y a des gens de très grande qualité. Il y a des très bons gérants, il y a des très bons produits. Et les gens ne se tirent pas dans les pattes. Donc non, mais sérieusement, il y a une prime d'illiquidité aujourd'hui. C'est plein d'espoir parce qu'en ce record de CAC, on voit qu'il y a des gisements de performance. Il y a des réservoirs. Un petit. Donc en fait, il n'y a vraiment aucun intérêt à être. Il y a peut-être même plus de réservoirs vides que de réservoirs pleins aujourd'hui quand on regarde l'ensemble du marché. On est très autour de cette table et ça me fait vraiment très plaisir. Bon, est-ce que... Alors, les banques centrales ne le disent pas, mais est-ce qu'on est proche quand même de pouvoir proclamer que l'inflation est sous contrôle, maîtrisée, et qu'on va pouvoir recalibrer gentiment les politiques monétaires? Est-ce que ça reste là quand même le scénario devant nous à horizon de quelques mois? Alors nous, en fait, pour être vraiment très honnête avec vous, moi je pense vraiment que l'idée des taux, on a une visibilité, un boulevard devant nous, et donc on se fiche éperdument de savoir le nombre de baisses des taux, mais... Faut pas qu'il y en ait zéro quand même. Non, si. En fait, ça va très bien. Ouais, même si la Fed baissait pas ses taux. Franchement, ça va super. Je sais pas, c'était le call fait la semaine dernière par Apollo. Oui, mais ça va super. Enfin, zéro, c'est une autre histoire. Je vais essayer de vous expliquer le raisonnement. Le raisonnement, c'est simple, c'est que ce qui est sûr, c'est que ça ne montera pas. Les taux, oui. Ouais, les taux, ça c'est sûr et certain. On ne sait pas si ça peut baisser. Moi, franchement, quand on regarde les chiffres d'inflation, moi, j'ai des doutes, honnêtement, sur... D'ailleurs, on a changé un petit peu comme une banque centrale notre vision des marchés, où on a dit qu'on allait probablement avoir une baisse des taux en 2024. Avant, c'était au premier semestre. Maintenant, on a supprimé le premier semestre. Parce qu'en fait, je pense que c'est pas du tout ça l'enjeu. Là, on a vu, les taux ne baissent pas, et pourtant, on vole de record en record, avec un espoir de baisse des taux. Mais je pense que c'est même pas l'espoir de baisse des taux qui crée les records. C'est simplement qu'on a une visibilité sur l'action des banquiers centraux qui fait qu'ils seront de toute façon en soutien des marchés. Et ça, on le sait depuis mars 2023 avec SVB. Moi, je pense que tout part de SVB. On a inondé le marché de liquidités, les taux n'ont pas baissé d'un iota, et pourtant, on n'a pas du tout un moment Lehman. On a eu finalement des marchés qui sont repris le chemin de la hausse, avec des sociétés qui font des résultats de plus en plus importants, et des ruptures technologiques qui, force est de constater, se diffuse dans la société. Oui, qui crée de la valeur boursière, au moins aujourd'hui. Oui. Même chez nous, en fait. On a commencé à utiliser ChatGPT. Très honnêtement, c'est spectaculaire. Vraiment, bravo. On n'a que ça à dire. C'est bravo. Et donc vous dites que les banques centrales ne sont plus les ennemis des marchés, là? Ah non, mais moi je pense qu'ils ne sont pas du tout. Ah non, mais je pense que le marché, c'est très bien que les banquiers centraux, il y a encore un énorme put des banques centrales. Et donc, ce n'est pas le sujet de savoir si les taux vont baisser. Ça, pas du tout. Le vrai sujet, et ça fait des mois que ça dure, et c'est pour ça que les marchés montent, à mon avis, c'est qu'on sait que les taux ne monteront pas. Bien sûr, si l'inflation revient à 10%, mais ils vont bien faire quelque chose. Mais en tout cas, là, on a une situation d'équilibre économique qui est absolument géniale. Donc, une visibilité formidable. On se fiche de savoir vraiment si on va faire 0,25, 0,50. Mais vraiment, ça n'a aucun sens, d'autant plus que c'est en plus une année électorale. Donc, on sait qu'en septembre, déjà, on a un truc mort entre septembre et décembre. Donc, la Fed, si elle veut baisser ses taux, je pense qu'il faut que tout le monde revoie un peu ses ambitions. En gros, elle peut baisser, allez, en juin. Ah bah si c'est pas juin ou juillet, après ça devient un peu plus compliqué d'entamer. 3 max. 3 max. On n'est pas sur 6. La courbe des taux n'est pas prédictive. Mais tout ça pour dire que le marché est complètement au diapason des banquiers centraux. Les taux essayent de s'équilibrer. Tout a convergé, ça c'est sûr. Ouais, mais voilà, les taux essayent de s'équilibrer. Les boîtes qui font des bénéfices sont superbement valorisées. D'ailleurs, je pense que les taux étant stables, c'est beaucoup plus simple de valoriser les sociétés. Les sociétés qui ne font malheureusement pas de bénéfices, comme les small caps aux États-Unis notamment, s'effondrent tranquillement. Et on a cette dichotomie qui se met en place. Mais là, vraiment, on a un boulevard à être bullish, à mon avis. Je rappelle, pour conclure, on s'arrêtera là, l'estimation rapide de la croissance américaine pour le premier trimestre, c'est autour de 2,5% aujourd'hui.
3% d'inflation, ça nous fait 5% plus de croissance nominale encore aujourd'hui aux États-Unis. Et c'est remis à la hausse de jour en jour. Et ça, c'est vraiment hyper encourageant. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir participé à cette discussion de marché. Planète Marché ce soir en compagnie de Pierre Bismuth, Myria Asset Management, Nicolas Brault, Autingre Banque Privée et Sébastien Lalvé, la financière Arbevel.